Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 19 septembre 2020 pour 1h30 de direct en votre compagnie. Alors ce matin, nous allons nous intéresser dans le registre de la santé aux maladies transmissibles et aux pathologies tropicales. Alors dans le registre par contre de la technologie, avec la conjoncture sanitaire actuelle, la pandémie du Covid-19, il faut dire quand même que tout ce qui est formation à distance, enseignement à distance ou même le télétravail existe quand même depuis bien avant la Covid-19 et pourtant son émergence, son développement, sa démocratisation a été encore plus ressentie durant cette période et nous allons revenir sur une plateforme justement algérienne qui est destinée à prendre en charge les élèves donc dans leur formation, dans leurs cours mais aussi dans leur révision. En compagnie de Samira Hadjamar, cette fois-ci nous allons faire un petit tour sur la place d'Alger pour découvrir de plus près ces escaliers mais aussi ces rampes qui ont fait objet de plusieurs séquences, de plusieurs aussi sites qui ont servi à certains tournages de films, qui ont inspiré aussi des peintres mais aussi des écrivains. Meissa, notre princesse, sera parmi nous ce matin. Elle reviendra aux jeux vidéo, les jeux vidéo. Alors, bien entendu, c'est la génération actuelle, hein, donc les enfants. Oui, c'est la génération actuelle, Nina, il faut le dire. Hein. Ça existe depuis quand même quelques années, hein, depuis quelques générations, mais c'est vrai qu'il y a un boom de jeux vidéo en ce moment. Donc tous les enfants s'adonnent aux jeux vidéo et pourtant ça n'a pas que des méfaits, ça a aussi des bienfaits. Nous en parlerons en compagnie de Meissa. Alors avant-hier, le 17 septembre, nous avons quand même perdu l'un des gardiens du temple de l'histoire d'Algérie, l'un des écrivains donc de l'histoire de l'Algérie, Abdelmajid Merdassi qui nous a quittés donc avant-hier. Il a été enterré hier donc à Constantine. Un hommage lui sera consacré dans notre émission ce matin en compagnie de ceux qui l'ont connu, de ceux qui ont travaillé avec lui. Voilà donc pour le menu de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors pendant que j'étais en train de faire le sommaire, j'étais en train de parler des jeux vidéo, Mina était là. L'air sérieux. Elle en connaît un bout, hein, Mina. Oui. Oui. J'adore. Ah bah voilà. Comme on dit, je suis une gameuse. Ah oui. Ah oui. D'accord. Alors moi, Mina, je ne sais même pas comment tenir une manette. Alors mon fils, il a beau à m'expliquer, tu sais ça, tu avances avec ça, tu recules avec. Je dis bon. Pour nous, c'est facile. On peut le faire les yeux fermés, mais c'est vrai que quand on ne sait pas jouer, c'est assez. On est comme ça. Puis ça devient stressant hein, à un moment donné. Hein. Enfin, je parle pour moi, oui, pour ceux qui bon. ne savent pas jouer. Moi, ça me détend. Ouais. Ah, ça me détend. Ah ouais. Oui. D'accord. Bon, donc finalement, ça n'a pas que des ça a aussi des bienfaits finalement. Peut-être ça dépend de l'âge aussi. Ça dépend de l'âge, ça dépend aussi du temps d'exposition, ça dépend aussi des jeux auxquels on joue. Moi, je passe pas toutes mes journées à jouer. Non. Voilà, mais vous êtes adulte quand même. Oui. Hein? Oui. Parce que les enfants aussi, pour leur dire ok, ça va, tu restes une demi-heure, 20 minutes et tu t'arrêtes. Et c'est un peu un challenge. Hein. Quand j'ai commencé à jouer, j'étais très jeune. Et c'est vrai que je passais beaucoup de temps. Je pouvais passer une nuit entière à jouer, c'est vrai. Là, j'arrive à me contrôler. D'accord, mais quand on a de belles journées, il vaut mieux aller se balader, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux que les jeux vidéo quand même. Voilà. Alors aujourd'hui, on pourra aller se balader quand même Qu'est-ce qu'elle dit la météo aujourd'hui? Si vous aimez les nuages, oui. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle dit la météo aujourd'hui finalement? On va le découvrir tout de suite. Alors bonjour à tous, brume et nuages bas se partageons le ciel en cette début de matinée, notamment à l'ouest et au centre. Et puis le ciel restera plutôt nuageux en journée, voilé vers la partie est avec toujours des orages. Sur les régions intérieures, des pluies en fin d'après-midi vers l'intérieur ouest et centre. Ces pluies vont évoluer à partir de la nuit vers les régions côtières. Sur les régions sahariennes, un ciel voilé également. Sur le nord Sahara, la Saoura, le sud-ouest, l'extrême sud, le Hogar, le Tassili ainsi que le Sahara oriental. Avec toujours des pluies, parfois sous forme d'averses. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 30 degrés à Alger, 33 degrés à Tizi Ouzou, 32 à Annaba, 32 également à Constantine. On notera une baisse
vers la partie ouest avec 28 degrés à Oran, 34 degrés du côté de Relizane. On notera 38 à Ardaya ainsi qu'à Béchar, 43 degrés. Tindo Fadrar, Ain Salah, Bort Badi Moukhtar, Ain Kazam et enfin 39 degrés à Ilizi. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, la mer sera plutôt agitée, notamment sur le centre et l'est du pays, peu agitée vers la partie ouest avec des vents entre 10 et 30 km/h à l'ouest du pays et entre 40 et 60 km/h sur le centre et l'est. Place tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt dégagé à Kiev, un ciel voilé. À Istanbul, Berlin, Vienne, Rome, voilé également à Paris, Londres, et puis on notera des pluies à Madrid et Lisbonne. Côté Mercure, on lavera 31 degrés à Paris, 23 degrés à Londres, 22 à Madrid, 32 à Rome, 21 degrés à Vienne, 22 à Berlin, 21 à Kiev et enfin 14 degrés à Moscou. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina, merci. Merci à On vous vous. retrouvera tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi Tout à fait, et demain exactement. pour Bonjour d'Algérie. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Merci. Mina, et on vous souhaite une très bonne journée, très agréable journée. Également. Et voilà, alors pause musicale, donc en attendant de retrouver notre première invitée en compagnie de Mohpakou. À tout de suite.
Et à présent, nous allons nous intéresser aux maladies infectieuses, pardon, maladies transmissibles et aux pathologies tropicales. C'est en compagnie donc du professeur Idir Betam. Professeur, bonjour. Bonjour. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Là, alors, professeur, première chose, donc maladies transmissibles et pathologies tropicales. Donc, c'est quoi comme concept finalement? Très bien. D'abord, bonjour tout le monde. Donc effectivement, maladie transmissible et pathologie tropicale, c'est une spécialité qui n'existe pas en Algérie. Donc c'est une des spécialités à être créée en urgence, vu ce qui est en train de se passer par rapport aux maladies émergentes et réémergentes. C'est vrai que ça fait partie des maladies infectieuses, mais cette spécialité ne prend pas en charge que la partie clinique. Donc on prend en charge le côté environnemental, ce qu'on appelle l'écologie des maladies infectieuses. Donc c'est ça, les maladies transmissibles, pathologies tropicales. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'interactions avec mes collègues du côté maladies infectieuses, avec des collègues côté microbiologie. En fait, c'est une spécialité qui va regrouper et la clinique et la biologie en même temps. Voilà. Alors justement, lorsqu'on parle de maladies tropicales par exemple, alors vous dites que c'est une spécialité qui n'existe pas en Algérie, oui. C'est un peu normal parce que finalement les interactions entre le nord africain, l'Afrique du Nord, voilà, entre l'Afrique du Nord et puis les pays tropicaux, oui. Par rapport par exemple au transport ou aérien, etc. Oui. Donc finalement ce n'est pas très développé, oui. Donc on n'est pas vraiment confronté à ce genre de maladie. Effectivement. Donc j'ai pas dit que ça n'existe pas, elle existe, oui. Mais sous forme de modules. D'accord. Là, il faut créer une spécialisation dans ce domaine-là. Et c'est une spécialisation qui est ouverte et pour les pharmaciens, et pour les médecins, et pour les biologistes, et pour les vétérinaires. C'est une spécialité multidisciplinaire. C'est ce qui va favoriser la faisabilité, la facilitation de prise en charge épidémiologique de toutes les maladies zoonotiques, maladies à transmission hydrique, maladies à transmission vectorielle. D'accord. Alors vous avez évoqué les maladies émergentes et réémergentes, oui. Donc que voulez-vous dire par cela? Alors les maladies émergentes, c'est les nouvelles maladies telles que MERS-CoV, MERS-CoV-2. Oui. Donc là, c'est effectivement, on vient de se connaître, ça fait moins de 6 mois. Donc là, effectivement, c'est une nouvelle maladie. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà des antécédents, c'est-à-dire on a l'historique de MERS-CoV-2, c'est le MERS-CoV, c'est le SARS-CoV. Le SARS-CoV et le MERS-CoV, c'est le SARS-CoV qui est transmis par les dromadaires. Donc pratiquement on a déjà une famille de ces virus, on a des antécédents, donc ce qui fait c'est qu'on a une petite idée par rapport à comment lutter ou comment se défendre pour le SARS-CoV-2. Donc effectivement les maladies émergentes, c'est des nouvelles maladies liées à un nouveau environnement écologique des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, des levures, donc tout ce qui est agent pathogène, et aussi à ce qu'on appelle les changements climatiques ou les changements globaux. Donc il faut savoir maintenant avec le système de construction des logements sociaux, etc., donc là on est en train de construire dans des zones qui étaient auparavant sauvages. Donc il y avait des animaux sauvages, donc il y a un environnement. Donc là, on a investi l'environnement où il y avait eu auparavant des risques épidémiologiques, où l'homme n'a pas été concerné par ce système de transmission. Mais là, il y a une promiscuité entre la zone sauvage et la zone domestique. C'est ce qui peut éventuellement créer un nouvel environnement par rapport aux agents pathogènes qui peuvent donner effectivement une nouvelle espèce bactérienne ou virale ou parasitaire, et qui donne ce qu'on appelle les maladies émergentes. Et justement, dans ce sens, professeur, comment considérez-vous le rapport de l'humain et de l'animal, et surtout la rupture donc, de la chaîne avec l'apparition donc, des maladies telles que nous sommes, et des pandémies donc, telles que nous sommes en train de vivre en ces temps-là? Je vais vous répondre d'une manière très simple. On va prendre l'exemple de SARS-CoV, donc du Covid. Le Covid, effectivement, l'origine du Covid, c'est la chauve-souris. Donc il ne faut pas oublier que c'est une zoonose, elle restera une zoonose. C'est vrai que la transmission maintenant c'est interhumaine, il faut voir son origine. Donc tant qu'on ne connaît pas l'origine d'un agent pathogène, on ne peut pas prendre les mesures nécessaires pour lutter contre. Donc du coup, il faut connaître son historique. L'historique, effectivement, il y a la chauve-souris, il y a le pangolin qui est intervenu aussi. Oui. Donc là, il faut qu'il y ait quand même une multidisciplinarité, point de vue compétence, pour qu'on puisse effectivement voir qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que justement, c'est pour aussi vous répondre, c'est que le coronavirus, donc c'est un virus à ARN, il est très mutable.
Ce degré de mutation, il fait qu'il peut s'adapter à n'importe quel environnement. D'ailleurs, nous avons reçu un professeur hier dans ce sens qui nous avait justement parlé des mutations. Il nous a même dit que le coronavirus aujourd'hui, il est à sa 7e mutation. Donc, à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Alors, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est qu'on ne sait pas à quelle échelle il est au niveau national. Il faut savoir qu'on a une biodiversité très, très, très grande par rapport aux autres pays. On a le nord, on a les hauts plateaux, on a le sud. Et on a la zone tropicale. Pratiquement, on a toutes les conditions climatiques favorables au développement de n'importe quel agent pathogène à l'échelle mondiale. Ça, c'est très important de le souligner. C'est ça l'avantage de l'écologie des maladies infectieuses, qui n'est pas du tout développée dans notre pays. D'accord. Donc, c'est ça Et du coup, effectivement, la mutation de virus, comme je l'ai dit, c'est un virus ARN. Donc, il est très mutable, il se mute à la preuve. En hiver, on a vu une très forte densité de population, donc très forte. En été, on a dit la chaleur va diminuer, c'est faux. Donc la chaleur n'a aucun effet sur le virus. Par contre, il y a quelque chose qui est très important, ce qui nous a sauvés par rapport à l'Europe. Si vous avez remarqué, depuis le mois de février jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a eu que du soleil. Oui. On n'a pas eu de mauvais temps. Et ben, ça nous Très a sauvés. peu de mauvais temps, effectivement. Oui, donc là, c'est une aubaine. Le bon Dieu nous a aidés pour ça. Effectivement, le soleil, parce qu'il y a ce qu'on appelle les rayons UV. Les UV ont diminué considérablement le virus dans l'environnement. Donc, ce qui fait qu'on a eu beaucoup moins d'infections et beaucoup moins aussi de complications. Donc le virus, c'est quoi que ça veut dire une virulence? Une virulence, c'est la capacité d'un virus ou d'une bactérie de se multiplier. Lorsqu'il y a les UV dans l'environnement, donc on aura moins de virus, moins de bactéries dans l'environnement, et lorsqu'on se fait infecter, on ne développera pas autant de signes cliniques que si on prenait, ou on ingérait, une quantité considérable de virus ou de bactéries. D'accord. Alors, vous avez un petit peu évoqué la chance que nous avons eue par rapport au climat ces derniers mois, mais vous savez que depuis donc, le déclenchement de cette pandémie, tout le monde écrit sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux d'une manière générale, donc beaucoup de fake news, beaucoup d'idées reçues. Et donc l'une des idées qui est très répandue sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qui a un petit peu, on va dire, fait que la situation a été un petit peu gérée en Afrique d'une manière générale, c'est que la population s'adonne toujours, par exemple, aux vaccins de BCG, etc. Est-ce que ça a un rapport? Enfin, ce sont des vaccins qui n'existent plus aujourd'hui en Europe ni dans les autres pays. Alors, est-ce que ça a un rapport ou pas? Sincèrement, en fait, oui et non. Alors pourquoi j'ai dit oui et non? Si c'est le cas, pourquoi il y a des grandes entreprises pharmaceutiques qui sont en train vraiment d'investir des milliards pour construire pour fabriquer des vaccins, alors que si on fait le BCG ou la rougeole, donc carrément, on est déjà protégé auparavant. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine. Hein. Si c'était vraiment efficace, donc ils n'auraient pas fait autant d'investissements par rapport à la production de vaccins. Il ne faut pas oublier que ça coûtait excessivement cher, une production de vaccins. Donc effectivement, moi personnellement, je ne suis pas vraiment favorable à la fabrication ou bien à la question de vaccination. Pour l'instant, ce que je disais depuis février, depuis le début de l'épidémie, il faut d'abord régler le problème au jour du jour. C'est-à-dire, on a un problème épidémique, il faut qu'on le règle. Le problème, c'est qu'on va trouver un traitement efficace, éviter une propagation. Ensuite, on trouvera la solution, comment se prémunir. La prémunition, ça vient en dernier lieu. Eh bien, depuis le mois de mars, on parlait que de vaccins, que de vaccins, que de vaccins. Ça, c'est une perte de temps pour les pays qui ont des grandes, ce qu'on appelle des grandes incidences de pathologies par rapport au MERS-CoV. Voilà. Donc, du coup, effectivement, oui et non. Donc, tout dépend de ce qu'on appelle la structure protéique sur laquelle le vaccin existe, c'est-à-dire qu'il est commun par rapport aux différentes espèces virales. Donc là, effectivement, ça peut jouer un rôle, mais ce n'est pas à 100%. C'est pas à 100%. Je vous donne aussi une autre information, c'est que on a à peu près 70 à 72% de la population mondiale qui sont infectés, malades, qui sont guéris et qui n'ont pas de réaction immunitaire. D'accord. Et comment on fait avec ces personnes-là? Donc ce n'est pas une maladie immunisante pour toute la population. C'est vrai, la majorité, on parle de 72% quand même.
Non, pardon, c'est l'inverse. Ce sont 12% qui sont immunisés. Donc là, l'autre, c'est-à-dire on a 28% à peu près, entre 28 et 30% qui ne répondent pas. Les défenses immunitaires ne sont pas vraiment favorables. Donc du coup, effectivement, moi je suis pour le vaccin naturel. C'est quoi un vaccin naturel? C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. J'arrêtais pas de le dire depuis le mois de février. Donc là, c'est très important. Il faut profiter tant que le virus est atténué. Le virus qu'on a maintenant en ce moment, à l'échelle, pas mondiale, mais surtout à l'échelle où il y a africain, il s'est atténué. Pourquoi? Parce que c'est la chaleur, on a beaucoup de soleil. L'ensoleillement, il est presque à 100%. Donc là, ça va baisser considérablement la charge virale. Lorsqu'on a une charge virale qui est trop basse, donc on sera contaminé de la même manière que si on prenait le vaccin de virus atténué. Donc là, la population, si on a 50% de la population immunisée contre ce virus, l'hiver prochain, on peut vraiment dire qu'on va passer un hiver très serein, très protecteur. On l'espère en tout cas, on l'espère. Voilà. C'est vrai que ça a été une année quand même très dure. Merci beaucoup, professeur Idel Bitam. Alors, on rappelle quand même que vous avez été gratifié de tous les honneurs de la part du professeur Raoult, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On va se quitter peut-être sur un dernier mot, un message que vous voudriez passer? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi, ce que je suis en train de... effectivement, j'ai participé à l'ouverture de plus de 22 laboratoires à l'échelle nationale, donc que ce soit les laboratoires des hôpitaux, des universités, des laboratoires privés. Donc je prête une attention particulière aux laboratoires privés, parce que j'ai remarqué que ça pousse comme des champignons, les laboratoires qui font la test Covid en PCR. Ça, c'est très dangereux. Vous mettez en danger vos personnels, vous mettez en danger le risque de donner un faux résultat et vous mettez en danger votre environnement. Donc pour créer un laboratoire Covid en PCR, ça nécessite une validation de la part du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur. Si vous n'avez pas l'accréditation de l'Institut Pasteur, vous n'avez pas le droit d'ouvrir le laboratoire PCR Covid. Ça, c'est très important. Oui, pour l'instant, il n'y a que 4 laboratoires qui sont accrédités. À Alger Centre, il y a le... Bon, je le dis parce que c'est officiel maintenant. Il a même souligné monsieur le ministre. Donc, il y a la clinique du Val, donc, qui a été validée, ça fait la semaine dernière. Il y a le laboratoire de Betna Saadloud, qui a été validé. Il y a le laboratoire Septi de Borj-Bouarerich. Il y a le laboratoire Zawi de Ouedsouf. Pour l'instant, voilà ce qui est comme validation. Il y a beaucoup de demandes qui sont en train de se faire, mais ça ne veut pas dire que vous avez demandé une demande que vous êtes déjà accrédité. Effectivement. Donc il faut mesurer un peu le degré. Sinon, effectivement, les mesures barrières, c'est nécessaire. Voilà, on n'arrête pas d'insister là-dessus. Oui, mesures barrières, c'est très très important. C'est le seul vaccin qu'il y a en ce moment. Et malheureusement, en hiver, même l'année prochaine, il faut continuer. Il faut vivre avec le virus. Il faut savoir vivre, il faut continuer à vivre. Je pense que maintenant, avec la rentrée sociale, il faut aussi prendre des précautions nécessaires. Et bien sûr, la vie continue. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Idel Bitam. Alors, on rappelle, vous êtes expert en maladies transmissibles et pathologies tropicales. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pour toutes ces précisions. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, ce matin, donc, nous avons choisi de rendre hommage à Abdelmajid Merdassi, lui, donc, qui a été écrivain, historien, sociologue aussi. Donc, lui qui a beaucoup d'écrits, qui a beaucoup laissé donc, en matière d'histoire de l'Algérie. Alors, en attendant de recevoir donc, des invités qui vont partager un petit peu les moments qu'ils ont eu avec lui. Là, c'est un hommage qui a été rendu par Smaïl Belkaidia. Lui, il revient sur son parcours, sur le parcours d'Abdelmajid Abdelmajid Merdassi. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu, de revenir un petit peu sur le parcours d'Abdelmajid Merdassi en compagnie de Smaïl Belkaidia. Mais avant cela, ce sera un spot sur la sensibilisation au Covid. À tout de suite.
L'historien et sociologue Abdelmajid Merdassi est né il y a 75 ans à Constantine, ville qui a inspiré nombre de ses ouvrages sur l'histoire du mouvement national, la musique algérienne et l'histoire de la cité de la passion, comme il aimait l'appeler. C'est une génération tout à fait exceptionnelle qui a vu naître Katib Yassine, Malik Haddad, Haj Mohamed Tarf Fergani, le regretté Abdelmoumen Tabbal, Haj Qaddour, Abdelmajid Djezzar, l'Arabi Qabqab et bien d'autres qui ont marqué l'histoire de la musique de Constantine. Et ce qui est intéressant, c'est que les débuts de Haj Qaddour Darsoni, comme ceux d'ailleurs de Abdelmoumen Tabbal et d'autres, ont eu pour cadre les associations musicales. Très prolifique d'un point de vue littéraire, Abdelmajid Merdassi a beaucoup écrit sur le patrimoine culturel, musical et historique de l'Algérie, avec de grandes contributions à la télévision algérienne, où il fut consultant en histoire et producteur de documentaires, et très souvent comme invité. Kouchkikda a été une station essentielle dans l'offensive du 20 août 55. Oui. D'abord par la qualité de ceux qui ont dirigé l'offensive, c'est-à-dire Smaïn Zired, qui était un ancien de l'organisation spéciale, Smaïn l'Allemagne. Bon, oui, l'Allemagne, on l'appelait l'Allemagne. Oui. Smaïn l'Allemagne, qui était donc l'un des membres fondateurs de la première cellule FLN du Front de Libération Nationale à Constantine, et donc qui était en charge de l'organisation de l'offensive dans la région de Skikda. Et effectivement, c'est... Skikda avec ses 12 000 morts. Abdelmajid Merdassi nous quitte en laissant un héritage inestimable en termes de documentation et de recherche historique. Un héritage exceptionnel, effectivement. Donc, Smaïl Bradi l'a si bien dit là, dans son sujet, là où il est revenu sur le parcours donc, du défunt Abdelmajid Merdassi. Et là, donc, nous recevons Hassan Ara. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, marhaba bik. Merci. Voilà. Alors, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Alors, on vous reçoit habituellement pour parler d'histoire. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire autrement. Exactement. Puisque nous allons parler donc, de l'un qui ont beaucoup écrit sur l'histoire d'Algérie, sur le patrimoine, sur la musique. Donc, vu qu'il a été sociologue, qu'il a été aussi historien et chercheur en histoire. Alors, Hassan Ara, vous l'avez connu depuis quand ? Je tiens tout d'abord à présenter mes sincères condoléances à toute la famille d'Abdelmajid Merdassi. En ce qui concerne, j'ai connu Abdelmajid Merdassi il y a une dizaine d'années à peu près. Et depuis, on était en contact pratiquement permanent, de manière permanente. C'est normal, vous avez une passion commune donc, oui, pour l'histoire. Et j'imagine que vous avez beaucoup collaboré dans certains travaux, et puis avec Abdelmajid, il avait un regard un petit peu particulier par rapport à l'histoire d'Algérie. De par peut-être sa formation, parce qu'il était en même temps sociologue, historien, il était journaliste, donc il a fait beaucoup de terrain durant sa jeunesse. Donc il avait une approche particulière en ce sens que il cherchait le sens et les enjeux des bouleversements
socio-historique. Donc, que ce soit quand il s'agit, par exemple, d'écrire sur un personnage, c'est le cas de son ouvrage Tata, un ouvrage qu'il a consacré à une moudjahida de Constantine, Fatma Zora Sadoun, que ce soit quand il s'agit de son ouvrage sur le GPRA. Donc il avait la même démarche, que ce soit pour les individus ou bien pour le groupe. Dans son ouvrage, le GPRA mandat historique, là, il a essayé de démontrer comment le groupe du GPRA a fait évoluer les choses en faveur de l'indépendance de l'Algérie, et de la même manière, son dernier ouvrage qu'il a consacré au déclenchement de la guerre de libération nationale, c'est La nuit des insurgés, c'est de la même manière, il a procédé de la même manière. Donc il avait un regard renouvelé de l'histoire de l'Algérie contemporaine. Donc finalement, on comprend, parce que vous dites, Hassan Ara, parce que vous êtes quand même privilégié, hein, vous avez eu peut-être accès à tous ces ouvrages. Ces ouvrages, j'ai pratiquement tous ces ouvrages, que ce soit des ouvrages consacrés à l'histoire du mouvement national, ou bien de la guerre de libération nationale, ou bien, là, le fameux dictionnaire sur la musique citadine de Constantine. Voilà, alors justement, là vous étiez en train de parler un petit peu de sa méthode de travail, de son regard de l'histoire, et à travers l'histoire et à travers la sociologie. Donc c'est vrai que lorsqu'on lit généralement des livres qui relatent un petit peu l'histoire d'un pays d'une manière générale, c'est généralement des descriptions de faits historiques qui ont été faits, mais ce n'est pas le cas finalement d'Abdelmajid Merdassi. Non, il a ce travail d'historien qu'il a fait, mais il a un travail également pédagogique, sociologique, mais pédagogique, parce qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont adressés à des étudiants. Par exemple, Clés pour comprendre le cinquantenaire. Là, il offre des clés à ses lecteurs pour comprendre un petit peu comment les Algériens ont pu arracher l'indépendance. Donc, c'est un ouvrage qu'il consacre donc aux premières années, vraiment aux premiers mois avant le déclenchement, et puis le déclenchement, il a consacré une bonne partie, et puis les grands événements qui ont marqué la guerre de libération nationale, a commencé par le 20 août 1955, une date historique dans la mesure où elle a permis à la Révolution d'être relancée. Après, elle sera réorganisée en août 1956. Et justement, là, vous évoquez quand même une date importante qui est le 20 août 55. Je retiendrai ça comme exemple donc, du travail d'Abdelmajid Merdassi. Alors, il faut dire que lui, il s'intéresse aussi à faire sortir quand même certaines dates, certains événements qui n'ont pas été beaucoup travaillés finalement. Parce que si on revient par exemple au 20 août 55, il n'y a pas beaucoup d'écrits. On trouve des chapitres dans des livres, peut-être d'histoire, mais pas des livres consacrés ou des travaux réellement consacrés profondément à la date. Il s'est intéressé à un certain nombre de personnes qui ont contribué vivement à ce soulèvement du Nord constantinois. Tout à l'heure, on a écouté donc Ziget Smaïl. Ziget Smaïl fait partie d'un groupe. Le groupe qui travaillait sous la direction de Messoud Rsantini, de son vrai nom, Messoud Boudjeriou, qui a chapeauté le groupe de Constantine et qui a participé avec Zerout Djebel Ouache pour la préparation de ce soulèvement. Et Ziget Smaïl, c'est un cas un petit peu particulier. C'est grâce à Abdelmajid Merdassi qu'on a pu comprendre un petit peu les interconnexions entre un certain nombre de personnalités dans le Constantinois et même au-delà. Oui, alors nous allons revenir quand même plutôt à un moment assez douloureux, c'est le moment de son enterrement qui s'est fait donc hier à Constantine. Donc là, c'est encore Smaïl Belkaidia qui donc bien entendu qui a participé donc à l'enterrement. Il est revenu avec ce sujet et puis avec les témoignages de ceux qui l'ont connu. Je vous propose de le regarder. Décédé jeudi soir à l'âge de 75 ans, le professeur Abdelmajid Merdassi a été accompagné à sa dernière demeure vendredi par ses amis et sa famille qui lui ont rendu un dernier hommage plein d'émotions. C'est une perte, c'est une vraie perte pour l'Algérie, c'est une vraie perte pour tout le pays, pour tous nos amis de par le monde.
c'est vraiment quelque chose qui c'est poignant, c'est très très fort, c'est très douloureux. Mais on doit garder, il m'a inculqué la force, il m'a inculqué le courage de trouver la force en moi et de trouver la force en les amis aussi, parce que ce n'est pas que notre famille qui a perdu une personnalité, mais c'est toute l'Algérie qui a perdu une personnalité importante, qui a toujours défendu les valeurs de notre pays, le nationalisme, qui a défendu les musiques d'Algérie, les libertés, qui a été toujours là. C'était l'enseignant, c'était le papa, c'était l'ami, c'était le frère, et il aidait les gens sans compter. Voilà, c'était l'ami de tout le monde. Ils étaient nombreux, artistes, hommes de lettres, médecins, cinéastes ou simples amis du défunt, au cimetière central de Constantine pour assister aux funérailles de ce chercheur connu et reconnu de tous. Un érudit de la musique, un érudit de l'histoire, qui a écrit surtout sur l'histoire de la Révolution, et donc imprégné profondément de des plus belles valeurs de notre société. On perd aujourd'hui un grand monsieur. un grand monsieur. أنا من صغري يعني كان معنا، هو كان من الأولين في 63 64 اللي دخل الصحافة، شارك كان في الجزائر العاصمة، كتب في عدة جرائد، وأيضا في الإذاعة الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية آنذاك. يعني ما تغيرش عبد المجيد حتى في الرياضة. في مولودية قسنطينة كان إنسان ناشط تاع السبعينات. يعني شو تري ايمي، يعني جو با ترون بارلي باسكو قريب ليا بزاف، وانسان حتى اخيرا يعني اخيرا عجب في الفيلم الالم اللي هو حب الفيلم يعاود في سيني تيماتيك، وعجب في الفيلم وتكلم عليه فيلم التاريخي على 848 مرتبط كثير بالتاريخ الوطن. Avec le décès de Abdelmajid Merdassi, c'est un pan entier de l'histoire de Constantine qui vient de nous quitter. Adieu Majid. Et voilà, des moments quand même assez forts en émotion. Alors Hassan Arab, je le disais, ce que vous nous disiez au début, vous l'avez connu depuis une dizaine d'années. Et vous avez beaucoup collaboré, vu votre passion donc, que vous partagez, notamment dans le domaine universitaire, mais aussi dans le domaine journalistique, puisqu'il a été journaliste aussi. Exactement. Donc je lui ai l'invité à plusieurs émissions, notamment durant l'été dernier, c'est-à-dire en juin dernier, on a travaillé sur les massacres de la colonisation et on a travaillé notamment sur les massacres du 8 mai 1945. Donc, justement, Abdelmajid Merdassi était en train de préparer quelque chose d'extraordinaire sur ces massacres, à travers toujours sa démarche rigoureuse d'historien et de sociologue. Donc, il s'intéressait aux relations sociales dans la région de Sétif et de Galma, etc., pour expliquer un petit peu ces manifestations, le soulèvement et surtout la réaction de l'administration coloniale soutenue par des milices de colons. Alors on retient beaucoup de lui, donc tous les efforts, tout l'investissement qu'il a fait pour donc sauvegarder un petit peu l'histoire de l'Algérie, mais il a aussi un autre côté auquel il s'intéressait, c'est plutôt le patrimoine et le patrimoine musical. Le patrimoine musical, et puis pour la petite anecdote, je ne sais même pas ce qu'on s'intéresse même à la gastronomie algérienne. Oui. Abdelmajid, c'était ça en fin de compte. Il s'intéressait à tous les côtés, tous les sédiments qui forment la société algérienne. Donc il voulait comprendre comment ça fonctionne sur le plan de la musique, la gastronomie, etc. Connaître sa société pour ensuite écrire l'histoire, c'est-à-dire fixer cet héritage patrimonial et historique. Il faut dire aussi, Hassan Arab, que le patrimoine, la sauvegarde du patrimoine, notamment la musique, c'est aussi une forme de lutte et aussi une forme de lutte donc, pour la préservation donc, de l'identité. Alors on va revenir sur cette question, mais avant cela, si vous permettez, donc nous avons par Skype Ali Ayadi qui lui est journaliste, réalisateur. Alors je ne sais pas si vous nous entendez, il est par téléphone par contre. Ali Ayadi, bonjour. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté donc d'être parmi nous ce matin pour rendre hommage donc à Abdelmajid Merdassi qui nous a quittés donc jeudi. Alors vous l'avez connu, vous en tant que journaliste spécialisé donc en histoire, vous avez beaucoup fait, beaucoup travaillé, beaucoup réalisé des documentaires sur l'histoire. Alors racontez-nous un petit peu la relation que vous avez entretenue donc avec Abdelmajid Merdassi. Oui, tout à fait. Alors, j'ai d'abord connu Abdelmajid sous le pseudonyme de Shafiq Ben Hassan. Il écrivait dans Révolution africaine et un petit peu dans pas mal de journaux à l'époque. Mais je l'ai connu pratiquement à partir de 1989, quand j'ai réalisé le premier documentaire sur le 45. Et c'est à partir de là que j'ai connu Abdelmajid Merdassi et on ne s'est plus quitté. Parce que nous avons fait, et je l'ai sollicité plusieurs fois, et pratiquement dans tous mes documentaires sur l'histoire, et une amitié était née, c'est terminée, pas terminée, mais lui nous a quittés donc le jeudi, et voilà comment j'ai connu Abdelmajid Merdassi. Alors aujourd'hui, Ali Ayadi, qu'est-ce que vous retenez le plus donc de Abdelmajid Merdassi ce que je retiens de lui, c'était un fou de l'histoire, on partageait cette passion. C'était un fou de Constantine et il a écrit sur Constantine. Personne, je dis personne, du monde de la culture, en passant à Constantine, ne passe pas par Abdelmajid Merdassi, qui était comme le guide de Constantine sur le plan culturel, sur le plan musical. Il a écrit sur la musique, sur ça, le malouf, même sur le chabi. Donc, sur ce plan-là, il était un des meilleurs. Sur l'histoire aussi. Et c'est dans ce domaine que je l'ai connu le plus. Merci beaucoup à vous, Ali Ayadi, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci d'avoir apporté votre témoignage donc, sur le parcours de Abdelmajid Merdassi. Vous étiez avec nous à partir de France, donc merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Hassan Arab. Donc, on parlait à l'instant donc, du patrimoine et finalement de cette forme de lutte pour préserver l'identité. Exactement, donc c'est d'où son intérêt, parce que si il avait cet intérêt pour la musique, c'est pas pour simplement faire de l'histoire de la musique, mais voir le rôle de cette musique notamment, parce que Ali Fatah Ayadi vient de parler du chabi et du malouf. Et c'est vrai, parce que Abdelmajid parlait de la musique citadine, c'est-à-dire effectivement le malouf et le chabi, deux musiques dans les milieux citadins, comment ces deux musiques ont joué un rôle dans l'éveil des consciences, mais surtout dans ce qu'il appelle lui, Abdelmajid, c'est la cohésion sociale. Il a assuré à un certain moment, notamment le malouf, une sorte de cohésion sociale dans des moments très très difficiles de l'histoire de l'Algérie. Et sinon, que retenez-vous de Abdelmajid Merdassi? C'est toujours son côté un petit peu... il était toujours jovial, il n'a jamais été... et puis toujours présent quand il s'agit de l'histoire. On l'appelle à n'importe quel moment, il a toujours répondu, il avait toujours répondu présent sans aucune... dans toutes les situations. Voilà. Je retiendrai plutôt de lui la rigueur aussi, l'exigence. Il est très exigeant, très rigoureux. Donc on sentait quand même toute la passion finalement qui se dégageait de son travail. Alors on disait qu'il s'est beaucoup intéressé à la musique, il s'est beaucoup intéressé au malouf. Et là, on va vous proposer un petit extrait donc, de Fergani donc, qui sera meublé avec certaines images de Abdelmajid Merdassi. On revient juste après. يا ويح لا صدر
Voilà, donc c'était un extrait de Fergani. Nous sommes revenus donc sur quelques images de Abdelmajid Merdassi. Mais il faut dire, Hassan Arabe, que quand même, il restera l'une des légendes donc, de l'écriture de l'histoire de l'Algérie, avec tout ce qu'il a légué, tout ce qu'il a laissé comme, quand même un comme travail. assez important en ce qui concerne l'histoire, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce regard extraordinaire. Donc cette démarche rigoureuse d'un chercheur exigeant avec lui-même avant d'être exigeant avec les autres. Effectivement. Et c'était un bosseur, et c'était un homme d'une sympathie extraordinaire également. Effectivement. Voilà. Oui, voilà, on retient quand même de lui tout l'humour et la sympathie. Effectivement. Merci beaucoup, Hassan Arabe, d'avoir partagé ce moment quand même assez émotif en notre compagnie, et donc en hommage à Abdelmajid Merdassi, Allah yarhamou saleh. Voilà, alors on continue le programme de notre émission, et là ce sera une pause de lecture que nous vous proposons en compagnie donc de Siham Kenouch, qui elle s'est déplacée à Meliana, et c'est l'association donc les Amis de Meliana qui a organisé cet événement. Alors Hassan Arabe, il faut dire quand même que, alors on va passer un registre très rapidement, donc que la lecture revient en force, hein, parce qu'il y a eu quand même une rupture entre cette nouvelle génération et la lecture. Hein. Oui, de plus en plus les gens lisent, contrairement à ce qu'on dit que les Algériens ne lisent pas. Or il faut faire un tour dans les bibliothèques ou bien dans les librairies pour savoir que les Algériens, c'est d'excellents lecteurs. D'excellents lecteurs, effectivement. Et là, c'est une autre preuve d'ailleurs, en compagnie de l'association donc les Amis de Meliana, qui, elle, a organisé des séances de lecture au profit des enfants. C'est Siham Kenouch qui s'y était intéressé. Je vous propose de voir le reportage et on se retrouve après. النمر الشرير شيخان وخطفه من فراشه فحاول الأب إنقاذه ولكن دون جدوى أسرع شيخان بالفرار. Alors le poisson géant retourne dans les profondeurs et émerge de nouveau tenant entre ses mains la hache du bûcheron. في هذه الأثناء مر حارس الغابة بمنزل الجدة فوجد الباب مفتوحا بشكل مريب. Sous les platanes de Meliana, dont les feuilles sont déjà bercées par l'automne, d'autres feuilles ont été bercées et parcourues. Des histoires et des contes lus et racontés par des enfants. ثم أقام الملك حفلا كبيرا فدعا إليه جميع فتيات البلدة لاختيار من تكون زوجة لابنه. Cet événement a été organisé par l'association Les Amis de Meliana. Après avoir organisé plusieurs conférences pour les adultes, on a eu cette idée d'organiser une activité culturelle pour les enfants. Et cette activité s'appelle Lecture Plaisir dans un jardin. C'est une lecture libre. Et pour nous, c'est joindre l'utile à l'agréable. Le conte, c'est fait pour apprendre aux enfants à reconnaître le mal du bien. Conter, exprimer ses sentiments, discuter autour d'un livre ou d'un thème. Des pédagogues ont participé à cette journée. La lecture plaisir, c'est-à-dire que ça doit être une lecture, un livre ou des livres qui leur plaisent, qui répondent à leurs besoins et à leur centre d'intérêt. L'adulte ne doit pas imposer ses choix et ses centres d'intérêt à l'enfant. Ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est pouvoir trouver d'autres astuces, d'autres idées qui poussent nos enfants à lire. Certains disent que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. À la fin de l'été, les enfants de Meliana ont donné déjà rendez-vous à leur livre. Donner rendez-vous au livre, mais aussi donner rendez-vous au cours, puisque la rentrée scolaire n'est pas encore annoncée pour l'instant, mais elle va bientôt être annoncée. Entre-temps, donc, il y a plusieurs écoles qui ont pris en charge les enfants à travers donc, des formations, des études, des révisions à distance. D'autres chercheurs, d'autres penseurs ont pensé donc à rendre ludique plutôt cette action et aussi donc, cette initiative de faire les cours et les révisions à distance en créant des plateformes de révision, des plateformes aussi d'enseignement. Et nous avons un bel exemple ce matin en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors il s'agit de M. Saïd Babassi. Monsieur Babassi, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes donc l'initiateur de la plateforme El Mouallim. Exact. Voilà. Alors la plateforme El Mouallim, c'est quoi exactement? Alors la plateforme Mouallim, pardon, c'est Mouallim, non pas El Mouallim. C'est Mouallim tout court. En fait, le lien c'est mouallim-dz.net. est une donc, plateforme en ligne qui permet en fait à des élèves
mais aussi à des parents, aussi en fait à des enseignants d'accompagner leurs élèves. Pour l'instant, on fait du collège et du lycée. Le but principal est de donner une autre forme d'apprentissage, surtout et de progression en fait. Alors ce n'est pas une plateforme classique puisque on ne privilégie pas dans un premier temps le contenu multimédia ou vidéo, etc. parce que nous pensons déjà que l'enfant passe beaucoup de temps devant en fait son ordinateur. C'est le cas de le dire, oui, Voilà. c'est vrai. En plus, soit que ce soit en classe ou chez lui, en fait, il va toujours être dans une position passive, il va recevoir de l'information sans vraiment interagir. Alors Moualem crée une interaction assez intéressante, basée sur des choses techniquement assez évoluées. Et nous avons en fait privilégié finalement l'apprentissage par l'erreur, ce qui permet en fait à l'enfant d'apprendre et de devenir autonome par lui-même. Donc c'est un concept un peu différent, encore une fois, de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché algérien. Et donc, elle va lui permettre finalement rapidement de s'auto-évaluer, de savoir quelles sont ses lacunes. Ensuite, le système va lui proposer une série d'exercices de manière automatique. Donc, il va personnaliser finalement le parcours de révision. Et ensuite, il va s'exercer en résolvant ces exercices. Il va revenir vers le système, il va interagir avec lui. Le système va savoir, va pouvoir le noter. Donc finalement, nous proposons un espèce de tuteur virtuel qui va permettre pour chaque enfant, de manière personnalisée, de l'accompagner de manière optimale. Et c'est en cela, en fait, que réside la partie innovante de Moualem. Alors, quel est un petit peu le processus, finalement, pour les enfants, pour les parents, d'adhérer à cette plateforme? Alors, l'adhésion est très, très simple, en fait. Donc, il y a le lien. On y va, en fait. Pour les enfants, en fait, pour les enfants, il y a un abonnement trimestriel. Un point important aussi, nous ne faisons pas d'abonnement mensuel. Le principe étant d'accompagner et de rendre l'élève autonome. Donc on s'engage sur le résultat. Nous ne voulons pas fournir une plateforme qui permet juste d'aller réviser pour obtenir une bonne note. Ce n'est pas le but. Notre but. Vous insistez sur le suivi. Absolument. Quasiment, nous avons presque un engagement sur le résultat, puisque nous voulons accompagner l'enfant. De préférence, plus tôt il sera sur la plateforme, c'est-à-dire au niveau du collège, et plus nous avons la possibilité finalement de l'accompagner. Donc, une inscription, environ 3 000 dinars en fait pour le trimestre. Pour le trimestre, pour 3 matières avec beaucoup de services. Une inscription, tout simplement. Justement, nous sommes en train de voir la vidéo qui nous oriente un petit peu vers comment s'inscrire, donc comment être adhérent à votre plateforme. Alors, M. Babassi, quand même, vous présentez un processus d'apprentissage qui est très intéressant, qui est innovant. Et il faut dire que nous sommes dans une conjoncture qui ne permet pas vraiment le présentiel en ce moment. Absolument. Et puis, il y a beaucoup d'écoles qui s'inquiètent finalement de la prise en charge de la formation de leurs élèves. Alors, est-ce qu'il y a un projet, par exemple, de partenariat entre vous et les écoles donc, pour prendre en charge les enfants? Excellent. Un peu avant le Covid, nous avons déjà entamé cette démarche-là de partenariat avec des écoles. Nous avons eu des écoles qui ont très bien réagi, par exemple l'école des cadets, par exemple, à Birtouta, avec lesquelles nous avons en fait nos relations de partenariat. D'autres écoles aussi sont en train d'adhérer, mais il y a un changement finalement assez important dans la façon de faire. Oui. Et je pense que les enseignants des écoles privées ou au public ont un peu de mal finalement à venir vers cette... C'est un nouveau concept finalement, M. Babassi, c'est normal. Absolument. Et je cite aussi que la plateforme, ce qu'elle peut apporter finalement aux écoles, nous avons deux grands services, si on peut résumer comme ça, deux grands services. L'un pour les élèves et les parents, parce que les parents peuvent aussi être sur la plateforme, voir ce que leur enfant fait. Ils sont soucieux généralement, les parents. Absolument. Parce qu'en fait, nous sommes partis d'une problématique de comment se produit l'échec scolaire. L'échec scolaire se produit par l'accumulation de lacunes dans un premier temps. Et dans un second temps, l'enseignant ne pouvons pas finalement détecter cela en temps réel en classe. Nous avons proposé un deuxième service pour les écoles qui est complètement gratuit. C'est-à-dire l'enseignant peut avoir sa propre classe dans un groupe, il peut lui donner en fait du travail, il va pouvoir suivre en temps réel, jour le jour, pas uniquement à la fin d'un devoir, etc., à la fin d'une composition. Donc finalement, pour les écoles, on a deux services à un tarif un peu réduit pour leurs élèves, et pour leurs enseignants, il y a un service qui est gratuit, qui permet à l'enseignant de suivre sa classe et de détecter la lacune
quasiment en temps réel. D'accord. Quand l'enseignant va rentrer en classe, il va voir s'il a un smartphone ou bien une tablette ou un laptop, il va avoir un rapport lui disant quel élève est en difficulté et quelle question du cours a été maltraitée. Donc finalement, vous avez la capacité d'agir assez vite sur la lacune. Donc avec les écoles, nous travaillons sur ça. Et d'autres services aussi assez innovants qui sont à Alors, venir. M. Babassi, une question là. Donc là, vous êtes dans un projet complètement innovant. Vous parlez de personnalisation, Absolument. vous parlez de rapports personnalisés, de suivi personnalisé. Alors les enfants, ils sont très malins, hein, il faut le dire. Hein. Alors si par exemple un enfant veut aller dans une session d'un autre et peut-être pour brûler un petit peu les étapes, est-ce qu'il y a très bien. un Très bonne système question. qui pourrait détecter probablement cette... Très bonne question, puisqu'en fait, notre système est basé sur ce qu'on maintenant connaît dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Donc, on va reconnaître assez facilement le profil de l'élève. Oui. Il ne s'agit pas de lui dire que ce n'est pas ton profil, plutôt quand un enfant va rentrer avec une session d'un autre, en fait, le système ne pourra pas lui proposer un contenu intéressant. D'accord. Parce qu'en fait, au fil du temps, on va connaître, comprendre en fait les lacunes, tout ça, ça sera enregistré. Et donc, tout le progrès de l'élève sera enregistré de telle façon à ce qu'on va lui proposer des choses qui sont en relation avec ce qu'il a fait. En plus, il n'y a pas que d'activités scolaires, nous avons d'autres activités finalement parascolaires, comme par exemple des challenges, des concours pendant le trimestre, par exemple en leur faisant découvrir d'autres outils qui ne sont pas très connus en Algérie, comme par exemple la cartographie mentale, c'est un outil pour représenter des choses, apprendre plus vite, mémoriser, etc. On fait aussi des concours, par exemple, de vidéomontage, informatique, etc. Et nous allons rendre digital quelque chose que nous avons déjà fait auparavant. C'est un club de robotique. Donc nous apprenons aux collégiens et aux lycéens de l'informatique et en même temps de la systémique et de la méthodologie pour leur permettre finalement d'avoir un esprit ouvert. Donc on va leur faire des applications concrètes de ce qu'ils voient à l'école à travers des ateliers comme ça, à distance, à distance. Donc, beaucoup de choses assez riches. Et pour revenir à votre question, donc, il y aura du mal, l'enfant, à prendre un autre profil. Ça ne va pas trop lui servir. Soit il va avoir un exercice trop difficile pour lui, ça sera trop facile pour lui, ça dépend où est-ce qu'il se situe au début. Voilà, très bien. Alors, vous avez parlé, donc, ça va être payant, mais quand même à un prix très symbolique. Donc, vous l'avez dit, 3 000 dinars pour le trimestre. Donc, quels sont les modes de paiement? Alors, pour l'instant, c'est une très bonne question. Nous avons un peu galéré pour trouver la solution. Donc, alors, nous sommes en train de faire une sorte de chèque cadeau, enfin, de chèque ou de tickets, enfin, de bons. Peut-être les rendre disponibles sur certains points de vente, comme par exemple des librairies, mais surtout, le plus simple, c'est un paiement fait par poste, tout simplement. Donc, par CCP. Voilà, par CCP, ça s'accessible un peu à tout le monde. Tout comme nous sommes en train aussi de proposer des packs pour entreprises, puisqu'en fait, nous voulons aussi intégrer l'entreprise dans une dynamique sociétale, RSE, puisque finalement, c'est un projet qui vise la société, et je pense que tout le monde est concerné par ça. Donc, sachant que ce que nous présentons aux entreprises, c'est que notre vision sur 2-3 ans, d'ici peut-être la fin de l'année, nous aurons la capacité à avoir un système qui permet à l'enfant, avec un casque de VR ou réalité virtuelle, il pourra naviguer, surfer dans son cours de géographie ou de sciences de manière un peu numérique. Vous allez rendre complètement les cours très ludiques. Voilà, ludique, pédagogique, c'est vraiment ce que nous souhaitons faire. Et clairement, au passage, enfin, je salue ma jeune équipe. J'allais vous poser la question d'ailleurs sur votre équipe. Voilà, donc en fait, nous avons créé une société à part. Donc nous sommes plus ou moins anciens dans le domaine de l'ingénierie informatique, mais nous avons créé une société à part qui s'appelle Inkidia, et qui est une société en fait composée principalement de jeunes. Je salue fortement pour leur engouement et leur courage et leur engagement, parce que c'est un projet qui les porte. Ils sont tous jeunes, soit ils sortent de l'école, soit ils ont quelques années d'expérience, et ils sont extrêmement portés par ce projet-là. Et c'est à eux que va revenir finalement j'allais dire, je perds mes mots en fait. Il y a tellement de tout l'honneur, voilà. Voilà, tout l'honneur, voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Babassi. Mais on va terminer peut-être sur les informations pratiques. Vous allez juste nous rappeler le site internet pour Très bien. Le site, donc c'est www.moalim.net.
Il y a tout ce qu'il faut dessus, il y a une page Facebook, il y a aussi quelques témoignages. Nous avons organisé un concours pour accompagner en fait, pendant le Covid les élèves bacheliers. Il y a un témoignage. Oui, nous sommes en train de voir. Voilà, très bien. De très très beaux témoignages. Nous avons découvert des talents au niveau national. Donc c'est un projet qui nous a fait beaucoup apprendre. Oui. Nous souhaitons vraiment en fait, le reproduire pour en faire en fait, un exemple. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Babassi, d'avoir été parmi nous. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet qui reste quand même innovant et qui va rendre finalement beaucoup de services à l'enseignement et puis à l'éducation de nos enfants. Merci beaucoup. Alors là, je vous propose en ce moment un reportage. Donc ce sera un petit extrait finalement que nous allons voir en exclusivité, puisque le reportage il a été réalisé par Kamel Swig, lui qui s'est donc déplacé aux îles Abibas dans l'Oranie, donc à l'ouest du pays. Le reportage intégral donc sera diffusé tout à l'heure, juste après le journal du midi. Ce sera vers les coups de 12h30. Mais là, on vous propose donc quand même un extrait de ce documentaire qu'on vous propose de voir et on se retrouve juste après. C'est à bord du voilier de l'association que nous faisons la traversée des côtes oranaises vers les îles Abibas, le temps de mieux connaître les membres de Barbarousse et découvrir le programme de la journée. C'est à force de plonger, on a constaté que les fonds étaient un peu dans une dégradation un peu avancée et il y avait beaucoup de déchets à récupérer, il y avait beaucoup de travail à faire et c'est là où on a décidé de créer une association. Aujourd'hui, on va découvrir les îles. Premier archipel algérien, le plus grand archipel algérien insulaire, qui fait 60 hectares. Dès qu'on s'est approché, ce bout de paradis a annoncé la couleur des eaux cristallines, un dégradé de couleur azur, dans un bain de soleil. Pas de temps à perdre, les plongeurs préparent déjà leur matériel. Les consignes du moniteur sont claires. En profondeur maximum, c'est 20 mètres, d'accord? N'oubliez pas la mi-pression Tercom et surtout, restez les binômes ferrés. Des relevés, des observations de plusieurs espèces, en particulier la grande nacre ou la Pénanobilis, mais sans oublier de se faire plaisir. C'est l'un des plus beaux fonds marins de la Méditerranée selon certains. Eh bien, on n'est pas loin de le croire. Impossible de visiter les îles sans passer par son phare, l'endroit idéal pour les amateurs d'ornithologie. Ici, le goéland règne en maître, mais aussi le faucon d'Éléonore. L'observer, le photographier, le répertorier est devenu une passion pour Sofiane, ce chirurgien dentiste devenu ornithologue amateur. Tu arrives à les voir? Le faucon d'Éléonore, en tout cas, on a la plus grande colonie du littoral algérien. On va parler du littoral algérien. Donc, c'est des faucons qui sont migrateurs. Donc, ils sont là en été, ils arrivent la fin avril et ils sont là jusqu'à octobre, voire novembre. Et ils repartent, ils traversent toute l'Afrique jusqu'à Madagascar. Donc, ils passent l'hiver à Madagascar et ils reviennent pour la reproduction ici en Méditerranée. Faire vivre cette association de passionnés et de bénévoles nécessite des moyens. Après avoir fait une grande carrière dans l'industrie du parfum à travers le monde, Faisal, l'enfant prodige de Bousfer, revient dans sa ville natale, Oran, pour retrouver les parfums de son enfance et aider à préserver le patrimoine marin de ces îles. J'essaye d'apporter tout ce que je peux faire dans le sens où c'est un devoir pour moi. C'est vraiment un devoir parce que je suis natif d'un village côtier, j'aime la mer, je suis un passionné de tout ce que fait l'association. Nous restons sur notre faim car il en faut plus d'une journée pour apprécier la beauté et la douceur de ces îles. Avant de mettre les voiles, les membres de l'association installent cette plaque géante pour rappeler aux visiteurs l'importance de respecter cet écosystème fragile des îles, ce bout de paradis. Alors on se retrouve. Ok. Et voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie et on est bien accompagnés ce matin.
Et Samira est avec nous. Samira, bonjour. Bonjour Nour. Ça va, tu vas bien? Oui, la belle, alors, et toi? Belle balade cette semaine Super dans les balade. ruelles d'Alger. Super balade. Et justement, on va faire un petit tour avec toi Oui. et tu vas nous faire découvrir finalement des endroits auxquels on ne prête pas forcément attention. Attention. Ou du moins à un matériau ou quelque chose qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte, sans se rendre compte de l'histoire. Oui, et pourtant, ça a servi finalement de plusieurs endroits, des sites de tournage, de films au cinéma, des peintres, des écrivains aussi, ils en ont aussi, de peintres aussi, voilà. Et aussi pour l'histoire de la bataille par exemple d'Alger. Voilà, alors on va revenir, donc on parlera de tout cela en ta compagnie ce matin, donc on reviendra avec Samira sur les escaliers et les rampes aussi sur la place d'Alger. Oui. Mais avec nous aussi Meissa. Meissa, bonjour. Meissa, il y a quelqu'un? Oui, allez, il y a quelqu'un? 10 minutes s'il te plaît, je dois finir ma partie, je vais gagner, allez, oui. Tu as 10 minutes. Tu as 10 minutes. 10 minutes? Tu as 10 minutes pour gagner ta partie et je reviens à toi. On est en direct? Si tu veux. Oh, désolée. Si tu veux. Oh, je savais pas. J'étais tellement dans mon jeu que j'ai tout oublié. Vraiment désolée. Elle est trop mignonne, il faut lui pardonner. C'est clair qu'on lui pardonnera. C'est la princesse, elle fait ce qu'elle veut en plus. Alors écoute, là on va parler un petit peu des escaliers et des rampes d'Alger. Si tu veux. Oui, bien sûr, en compagnie de Samira. Si tu n'as pas encore fini ta partie, donc on te laisse finir ta partie. Tu as 10 minutes pour gagner ta partie. Okay. D'accord? Et on reviendra à toi pour que tu nous expliques tout ce que tu nous as ramené ce matin. D'accord? Voilà, parce que je pense qu'il y a un petit décalage de génération là. Donc, non, mais moi j'adore les jouer. Hein. Je suis prête à jouer avec toi. Ce ne sera pas mon cas. Moi je jouerai volontiers avec toi tout ce qui est jeux société. Mais jeux vidéo. T'as vu son t-shirt en plus? C'est le cœur doré. Voilà, le cœur doré. Elle est trop mignonne, Meissa. Bon, alors on te donne 10 minutes, Meissa, pour gagner ta partie. Merci. Allez, à tout de suite, on te dit. À tout à l'heure. À tout de suite, très bien. Alors, Samira, on revient à toi. Et donc, ça va être une belle balade que tu nous proposes en cette matinée. C'est une petite balade très, très poétique. Dans l'histoire d'Alger, j'ai emprunté des escaliers. En fait, je suis partie de la cité de la promesse tenue, la cité Confort, ce qu'on appelle Dar Mahsoul, construite par Pouillon. Et je suis descendue sur l'Aqeba, Bellecour. Ensuite, j'ai emprunté donc les ruelles d'Alger, à travers les rampes, les escaliers, et je suis remontée à la Casbah. Et la Casbah, bien sûr, c'est le cœur battant d'Alger. J'aurais pu aller plus loin, mais ça aurait fait plus long, ça n'aurait pas été possible. Mais on peut en parler en parallèle ou revenir dessus plus tard. Mais mon coup de cœur, cette fois-ci, je l'ai eu pour Dar Mahsoul. Dar Mahsoul. Qu'est-ce que ça a de particulier finalement? Tout là-bas, tout là-bas. Moi, je pense que c'est une cité qui devrait être classée comme patrimoine national. C'est Pouillon qui l'a construite. Il a construit un tas de choses. Un tas de choses sur la Algérie, effectivement. En Algérie, d'une manière générale, oui. Pouillon a apporté une touche, un style spécial. Il a fait, je crois, une quarantaine de cités universitaires. Il a construit des hôtels, des complexes touristiques comme celui de Sidi Fredj, qui est magnifique, la Marina. Oui. L'année prochaine, ça fera 50 ans que le complexe Sidi Fredj aura été construit par Pouillon. Tout dans ce qu'il fait est magnifique, puisqu'il respecte les codes de la société algérienne. Il respecte, on retrouve des dômes, on retrouve tout le cachet. Le climat aussi, il est pris en charge, il est pris en considération dans les plans d'architecture finalement. Oui, et puis ce qui est magnifique, c'est que 50 ans après ou 60 ans après, par rapport à ce qu'il a construit, on restaure, juste on restaure. Les choses sont encore là, debout, les harmonies sont respectées. C'est beau, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui est particulier à Dar Mahsoul? Dar Mahsoul, c'est la cité de la promesse tenue. Déjà, c'est juste l'appellation est poétique. Ensuite, ce sont les arcades. Les arcades de la cité. C'est la pierre, on l'appelle aussi la cité de la pierre qui pleure. La pierre est magnifique, on se croirait au Liban, on se croirait en Iran aussi, parce que Pouillon a construit en Iran, il a construit en Algérie, mais pas que, il a construit dans plusieurs pays. C'est une cité HLM, mais pour moi c'est une cité qui devrait être... historique, exactement, une référence. Les arcades, la décoration. Il y avait avant une église qui s'appelait Saint-Baptiste. L'État algérien lui a demandé, je crois, vers début des années 60, de la transformer en mosquée. Elle est fabuleuse. Le minaret,
a été donc revu par Pouillon. Et il a fait appel à Boumehdi pour les dorures, pour la céramique. On est sous le charme. Il faut dire que Boumehdi, c'est l'un des plus grands noms de la céramique exactement. En Algérie. Et il a laissé son empreinte, par exemple, à l'hôtel Saint-Georges. Donc c'est une grande famille qui est dans la céramique. Même le Méridien, le mur du Méridien, l'hôtel Méridien à Oran, pardon. Il y a une très très belle fresque. Il y a aussi la fresque au niveau du Sofitel. Bref, alors la cité d'El Mahsoud a une vue splendide sur la baie d'Alger. Et justement, Samira, vous êtes partie et vous avez décidé de partager tout cela avec nous à travers un reportage que vous avez réalisé. Exact. Alors, on va le voir ensemble. Très bien. Alors, ça va être un tour dans la place d'Alger en compagnie de Samira, donc Hadj Amar, elle qui nous fait découvrir les escaliers et les rampes d'Alger. Alors, croyez-moi, après ce reportage, vous allez les regarder autrement.
Oui, après, tu as le policier qui leur court après. Alors, de très belles images. Donc, on a vu les escaliers, les rampes entre hier et aujourd'hui avec un commentaire complètement poétique. Hein. C'est de la poésie que vous faites finalement. Oui, que tu fais, Samira. Je me suis aussi inspirée d'un poète, Charles Puy. Au départ, j'ai fait un rêve couleur soleil. Et c'est tout ce qui m'inspire. Enfin, c'est tout ce que Alger m'inspire, le soleil, le ciel bleu. Et il faut dire aussi que Alger a inspiré beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes. Et aujourd'hui, justement, tu as ramené avec toi un livre. Un recueil de poésie. Un recueil de poésie du Corbusier, écrit par Le Corbusier. Il est là. Il n'est pas le seul. Hein. Même Pouillan a écrit de la poésie et des livres, ses mémoires sur l'architecture, en fait. Voilà. Le livre a été édité chez Bersach. Et il nous raconte la passion du Corbusier. Oui. La passion du Corbusier pour l'architecture, mais aussi il faut savoir que le Corbusier était un fou amoureux d'Alger et de l'Algérie aussi. Il a dessiné des kilomètres de plans pour des réalisations en Algérie, mais en fait il n'a jamais réalisé. Il aurait rêvé le réaliser. C'est Pouillan qui en a fait le plus. Il en a fait beaucoup, oui, il faut dire. Voilà, alors merci beaucoup Samira pour cette très belle balade poétique. Samira, tu penses que la génération d'aujourd'hui aurait eu peut-être ce regard poétique sur la place d'Alger? Je pense qu'il y en a beaucoup. À sa façon, c'est une poétesse, Maïssa. Toc toc, il y a quelqu'un? Toujours pas. Toc toc, il y a quelqu'un? Toc toc. Oui. Tu as perdu? Oui. Non. Tu gagneras la prochaine fois. Ouais. C'est avec la défaite qu'on apprend. Hein. Oui, je pense. Exact. Je pense. Ça forge en tout cas. Je pense. Meïssa, ça va? Ça va bien? Oui, ça va, je vais bien. Alors juste une petite parenthèse, Meïssa, pendant que tu es en train de jouer, nous étions en train de parler, Samira et moi, sur la place d'Alger, sur les escaliers. Tu en connais des escaliers? Tu as déjà emprunté des escaliers à Alger? Des escaliers quand même assez longs. Des marches assez longues. Oui. Alors j'ai fait quelques regards à la télé, j'ai reconnu quelques marches. Ça va, c'est bien. Pas complètement déconnecté quand même. Oui, on peut dire. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire, mais tu étais complètement déconnectée pendant un bon bout de temps et tu étais bien accompagnée, on dirait. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors tu pourras nous dire finalement, c'est quoi la thématique d'aujourd'hui? Donc je vois des jeux vidéo, je vois des figurines. Donc aujourd'hui nous allons parler. Des consoles. Oui, donc aujourd'hui nous allons parler des jeux vidéo. Voilà, alors j'ai ramené plusieurs jeux vidéo. Alors j'ai ramené déjà ma console de jeu, la PSP. Voilà, et puis j'ai ramené des figurines. Alors par exemple, ici nous avons Mario. Oui. Voilà, Mario. L'incontournable. Oui, l'incontournable Mario. Voilà. Il est plus âgé que nous tous en tout cas. Donc voilà, et puis juste ici, j'ai un jeu. Il est plombier, Samira. Je sais pas, mais il est plombier. Il est plombier. Je sais pas vraiment. Il est plombier, et je sais qu'il est plus vieux que nous tous, mais il est plombier. Oui. Plombier, ok. Voilà. Ici, j'ai un jeu, alors il s'appelle Skylander. Voilà, c'est on va pas dire ancien, mais il date quand même. Comme Highlander, Skylander, Highlander. Oui, voilà. Alors j'aime bien la génération d'aujourd'hui. Alors c'est ancien, hein, vous savez, quand ça date de 6 mois, de une année, c'est déjà très ancien, hein, c'est déjà dépassé, alors que nous, on est encore à 30 ans en arrière. À 30 ans en arrière, et on se dit, mais tu sais, c'est récent. Hein. La notion du temps n'est pas la même finalement. Hein. Oui, oui. Alors ici, ce jeu, en fait, on doit le brancher sur la télé, dans les fils, etc. Et en fait, ça va s'allumer. Voilà, c'est un portail magique. Voilà, c'est un portail magique, oui. C'est un portail magique. On traverse le temps? Non, on combat des méchants. Je suis contente, hein. Je connais un petit mot. Portail magique. Oui. Portail magique. C'est censé être un portail du temps, je reconnais. Voilà. On est dans Star Wars. Alors, regardez. On y joue, regardez. Pour jouer, regardez, on doit le brancher et ça va s'allumer. Voilà, ça va s'allumer et les personnages. Par exemple, je vais choisir celui que tu as sur ta main. J'ai oublié son nom, mais c'est une figurine d'eau. Donc voilà, et la figurine qu'on met sur le portail magique, et c'est elle on va jouer avec elle. Donc ce sera le personnage qu'on va... Et on joue avec ses manettes. Vous voyez, là par exemple, là je vais bouger. Puis je vais avancer, mais pour sauter. Tu dois te battre contre lui ou tu dois tuer des choses, Non, c'est pas vraiment violent parce que
C'est pas du tout violent, on peut dire, pardon. Voilà. Donc, la notion de la violence, avec une note de musique, elle est relative. Hein. Donc, en fait, on va combattre les méchants. On va combattre les méchants avec le pouvoir. Voilà, on a des pouvoirs. Et on doit faire des missions. Le méchant s'appelle Thanos. Thanos. Voilà, je me disais depuis... Quelques petites notions. Quelle culture. Quelques petites notions. Donc, voilà. Pour le peu que je connais, Samira. Alors, pour information, moi, je connais que Pac-Man. J'ai grandi avec Pac-Man. Oui. C'est tout. Pac-Man, je connais, oui. C'était une grande tendance. Alors, tu nous as dit, c'est une figurine d'eau. C'est ce que tu disais, finalement, le pouvoir, c'est ça, finalement, le pouvoir de l'eau. Ah, lui, alors lui, il combat avec son épée, et son épée tire de l'eau, je crois. Et voilà. Et celui-là, c'est une autre figurine. Ça, c'est le feu. Le feu. Le feu, voilà, il jette des boules de flammes. D'accord. Et voilà. Puis nous avons, voilà, ici nous avons toujours le feu. Je sais pas, le feu. Le feu, toujours. Voilà, ça c'est un de mes personnages préférés parce que c'est le plus fort, on peut dire. Pourquoi? D'accord. Il est, je sais pas, je crache trouve... du feu, il... Non, peut-être parce que je le connais mieux, enfin, avec les touches et tout, je crois que je le connais peut-être celui mieux. qui gagne le plus? Oui. Ouais, bah voilà. Ou tu le fais gagner le plus. Oui. Voilà, c'est plutôt tu le fais gagner le plus. D'accord, alors on reste avec la Wii. La Wii, la Wii, voilà. La Wii, voilà. Et ça, donc ça va avec. Ça, alors, regardez, quand on veut jouer à Mario, par exemple, regardez. Tu peux, voilà, me donner. Voiture, alors, on met... C'est un volant. C'est un volant de voiture. Regardez, on va placer... Attendez. On va placer... Alors, juste... Ah, j'arrive pas, mais bon. Ouais. Voilà. Alors, on va placer parce que c'est ma seule mission à la maison. Alors, on va placer... À défaut d'apprendre à jouer. Oui. On va placer cette télécommande dans la roue, ici. Et elle va se connecter. On va l'allumer, elle va se connecter à la... Et quand on veut jouer à Mario, par exemple... Voilà, on donc va bouger le j'enlève volant la... Oui, voilà. Elle est... Oui. Tiens. Donc, on peut appuyer. Merci. Voilà, c'est pas une télécommande de climatiseur, non. Non. D'accord, ça y ressemble, hein. J'ai la même pour mon climatiseur. Donc, je suis très contente de ça, mais moi, je connais un peu plus de longueur d'avance que toi. Donc voilà, maintenant elle n'est pas connectée, donc voilà, on appuie ici pour l'allumer. D'accord. Et voilà, on joue avec. Est-ce que je peux sur un tapis volant partir avec mon... Non, ça marche pas. Dans l'imaginaire, pourquoi pas. Je crois pas que c'est possible. C'est dans l'imaginaire, donc pourquoi pas. Voilà. Et puis après, il y a plusieurs. Oui. Il y a plusieurs jeux aussi que tu as ramenés. Oui, ça c'est ça. Alors regardez par exemple ici, nous avons Just Dance. C'est un jeu. Je voulais. Du foot. Ah oui, c'est du foot. Tu aimes le foot? C'est pas moi, non, c'est un... c'est ton frère, je oui, pense. voilà, de mes grands frères, voilà. Puis nous avons Skylander. Skylander. Faut pas être étonné, ça, mais la génération d'aujourd'hui s'intéresse à tout. Hein. On a la culture, pas oui. Ouais. La culture. La culture, oui. Voilà. Donc voilà, voilà, nous avons là-bas Just Dance. Voilà, ici, vous pouvez voir en haut, par exemple, ici, ça c'est pour la Wii. La Wii. Voilà. Et là-bas, c'est pour une PS4. Ici, donc c'est écrit ici, on reconnaît. Voilà. Et PS4 sur le côté aussi. Voilà. Donc voilà. Et sinon, tu passes combien de temps avec les jeux vidéo? Alors, personnellement, je suis pas vraiment je suis pas vraiment accro, mais j'aime bien les jeux vidéo. Car, alors justement, ça peut dans avoir... ça a beaucoup de bienfaits plutôt. Ça a beaucoup de bienfaits. T'es pas vraiment convaincu? Si, moi j'en suis convaincue parce que je sais que ça a quand même des avantages que tu vas nous en parler d'ailleurs. Oui, alors voilà. Alors premièrement, les jeux vidéo peuvent favoriser la création des liens quand on joue au mode multijoueur. Vous voyez le mode multijoueur entre amis, voilà, en famille, voilà. Comme moi par exemple. Voilà, avec un casque ou n'importe comment, on va parler avec nos amis, là, on va s'entraider. Et voilà, ça aide à tisser des liens. Ah, pas spécialement dans la même pièce, tu peux être connecté. Voilà, on peut être connecté, voilà, avec au casque ou n'importe comment, voilà. Et puis, là, ils peuvent aussi, les jeux vidéo, contribuer à l'amélioration de l'estime de soi et l'humeur de l'enfant. Comment? Voilà. L'humeur de l'enfant, l'estime de soi, l'estime de l'enfant. Comment t'expliquer quand on va jouer, etc., ça va améliorer et
Je sais pas vraiment, mais voilà. On apprend à se défendre, on apprend à gagner, on apprend à se de la dépasser. persévérance, parce que tu avais perdu tout à l'heure, mais tu vas quand même... Voilà, c'est ça, oui. C'est un dépassement. Oui, c'est un voilà. dépassement de toi. Oui, et puis ça améliore la capacité de prise de décision. D'accord. La mise au point et la mémoire aussi. Excellent. Très bien. Sauf pour les yeux. Et justement, là, nous avons un petit extrait que nous avons pu avoir donc, de la chaîne YouTube qui nous explique un petit peu un jeu, Fall Guys. Fall Guys. Oui. Bon. Allez, Fall Guys. Un petit extrait, on se retrouve après. Fall Guys. Oui. No, God! No, God, please, no! 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 What the f? Let's do this. LOL! Quand même, il y a... Voilà. Alors, justement, on était en train de parler de ce jeu particulièrement et on était en train d'évoquer, parce que là, tu avais parlé quand même des bienfaits des jeux vidéo, mais ça a aussi, malheureusement des inconvénients. Des inconvénients, oui. Alors, je peux en citer, par exemple, les problèmes, plutôt des mauvais résultats à l'école. Voilà, c'est... Voilà. Oui, puis ça a des problèmes de vue. On peut avoir des problèmes de vue. Ah, si on s'expose longtemps, effectivement. Oui, et puis dans certains jeux, que dire des images violentes aussi. Ça entraîne l'isolement et la solitude. Oui. Voilà, et puis pour les grands cas, voilà, ceux qui passent une grande période dans les jeux vidéo, et ils peuvent ne plus faire la différence entre le virtuel et la réalité. Ah là, ça c'est un gros souci finalement psychologique. Mais sinon, Meissa, donc tu as évoqué un point très important qui est les jeux violents, donc tout ce qui est violent. Et par contre, tu as quand même une petite liste des recommandations pour aller vers des jeux qui ne sont pas violents. Oui. Parce qu'il n'y a pas que des jeux violents. Il n'y a pas que des jeux violents. Alors comme les petites images qu'on vient de voir, Fall Guys, c'est pas un jeu violent. C'est des petites créatures qui jouent au crash test sur des parcours à obstacles. C'est tout. Tu peux répéter le mot? Qui joue après? Au crash test. Au crash test, c'est quoi? Tu te craches. Tu tombes. Non, en fait, ils doivent jouer pour arriver le premier. Pour arriver. Voilà, on apprend du vocabulaire. On est d'accord. Non, c'est pas on du tout apprend ça. du vocabulaire. Par contre, dis-moi s'il te plaît, Meissa, à qui ça s'adresse? Comment c'est mentionné que c'est de 7 à 10 ans ou... J'avais parlé de ça. Ah, excuse-moi, j'ai anticipé. Non, merci, tu as commencé le sujet. Alors, on peut regarder pour savoir. Regardez, vous voyez, il y a Just Dance. Vous voyez cette petite, petite cabine? Vous voyez, par exemple, Just Dance, c'est un jeu où on peut jouer les plus de 3 ans. D'accord. À partir de 3 ans. À partir de 3 ans, voilà. Par exemple, je vais prendre ce jeu. C'est tout le contraire. Alors ça, c'est Call of Duty. Ça, c'est un jeu qui est réservé aux jeunes adultes. Voilà, les 17 ans, les plus de 17 ans et de 18 ans. Vous voyez? Donc voilà, Call of Duty. C'est mentionné, maintenant c'est aux parents finalement. C'est à l'appréciation de votre vie. Oui, c'est le contrôle parental. C'est le contrôle parental. Et puis il y a la conscience aussi des enfants, comme toi, mais ça, donc tu sais avant d'acheter n'importe quel jeu, il faut toujours vérifier l'âge, Mais juste pour savoir, tu as aussi des choses qui parlent de comment apprendre à danser ou à faire du sport, du fitness, la Zumba par exemple. Comme Just Dance. Alors Just Dance, ce jeu, en fait, il y a des chansons et il y a comme un karaoké. Un karaoké, finalement. Et on doit danser à partir de la chanson. Excellent. Voilà. Alors nous arrivons à la fin de l'émission. C'est très passionnant, finalement. Samira, merci beaucoup, Meissa, d'avoir été parmi nous, d'avoir partagé tes jeux avec nous. Samira, merci beaucoup pour la magnifique balade poétique. Avec Meissa. Alors, comme à l'accoutumée, tu nous as préparé une petite chanson que tu vas partager avec nous, pour finir l'émission. Oui, ok. Voilà. Alors, je vais vous chanter El Bulbul Renna ala Rosni Lban. Je suis fan de toi. Merci. Et voilà, donc on rappelle que
Ayadi. Donc, Ali Fethi Ayadi présente toutes ses condoléances donc, à celui qui nous a quittés il y a 2 jours, Abdelmajid Merdassi, encore une fois. Donc, nous renouvelons aussi à travers toute l'équipe de Canal Algérie et de la télévision donc, toutes nos condoléances. Abdelmajid Merdassi, je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Bonne journée, excellente journée à tous. يا شقيق النعمان قصدي نار